Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'Actu Politique, l'émission dans laquelle tous les mardis à 18 h je vous fais le point sur l'actualité politique. Et je remercie celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne la semaine dernière. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc vraiment un grand merci et on commence sans plus attendre. Le premier sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est évidemment, comme les semaines précédentes, le conflit israélo-palestinien et la situation à la fois là-bas et sur ce que ça produit en France. Alors pour ce que ça produit là-bas, il y a un sujet qui me semble être un sujet trop peu évoqué dans l'actualité politique française, c'est le cas de la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est cette zone des territoires palestiniens qui est située à l'ouest du territoire palestinien et qui n'est pas en lien avec la bande de Gaza. C'est séparé, les deux territoires sont séparés l'un de l'autre. Dans la bande de Gaza, c'est le Hamas qui est au pouvoir. Dans la Cisjordanie, c'est le Fatah et l'autorité palestinienne qui sont au pouvoir parce que lors des dernières élections, c'est le Hamas qui a gagné les élections et le Fatah n'a pas reconnu le pouvoir du Hamas. Bref, je passe sur les détails, mais en gros, vous avez une disjonction entre les deux pouvoirs qui gouvernent d'un côté la bande de Gaza et de l'autre la Cisjordanie. Et la situation en Cisjordanie, c'est une situation coloniale depuis maintenant de nombreuses années, qui a fait de nombreux morts dans les années précédentes. Sur l'ensemble du territoire palestinien, on estime que dans les 15 dernières années, il y a eu 6000 morts côté palestinien et autour de 300 du côté israélien. C'est un conflit, le conflit israélo-palestinien, qui dure depuis des années. Et ça n'est pas parce qu'on n'est pas dans des moments très forts du conflit, comme ce qu'on voit en ce moment, avec le million de personnes déplacées dans la bande de Gaza, avec la dizaine de milliers de morts dans la bande de Gaza, dont beaucoup d'enfants en raison des bombardements palestiniens. Et puis, côté israélien, avec l'attaque du 7 octobre, c'est plus de 1000 morts côté israélien dans cette attaque abominable du Hamas. Il y a depuis des années cette situation de conflit, de tension qui existe entre les territoires palestiniens et Israël. Et ce conflit, on en parle assez peu dans la vie quotidienne de notre pays à nous, mais il existe, il est là, et il fait de nombreux morts en raison en particulier du fait que Israël colonise la Cisjordanie, colonise les territoires en Cisjordanie et que dans cette colonisation, il y a parfois des colons qui tuent des Palestiniens qui tuent des Israéliens qui arrivent sur leur terre, l'armée qui intervient là-dedans. Bref, il y a un conflit qui existe, qui est lié au fait qu'il y a une situation coloniale en Cisjordanie. Eh bien, depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, vous avez vu la situation dans la bande de Gaza, ça on en parle beaucoup, même si on écoute les médias, c'est pas toujours très, informatif sur la situation à Gaza. On en sait peu finalement sur vraiment la situation concrète et il faut essayer de trouver soi-même des informations pour pouvoir se renseigner sur ce qui se passe concrètement là-bas. Mais la Cisjordanie, ça fait partie des choses dont on parle pourtant depuis cette attaque du 7 octobre. On estime qu'il y a eu autour de 200 morts, 190 à peu près, en Cisjordanie, des Palestiniens qui ont été tués soit par l'armée israélienne, soit par des colons qui continuent à s'installer et il y a une forme de vengeance qui est exprimée par un certain nombre de colons israéliens dans cette partie-là de la Cisjordanie. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais le sujet est venu un petit peu sur la table en raison, toujours du même, de monsieur Meir Habib qui a fait des déclarations abominables, je ne sais pas comment vous dire autrement, dans lesquelles il dit qu'un juif ne sera jamais un colon en Judée et en Samarie, je crois qu'il dit. Or, ces zones-là, qui évoquent peut-être pour certains d'entre vous qui auraient fait du catéchisme ou qui sont croyants ou qui ont lu la Bible ou l'Ancien Testament, ces zones, ça évoque peut-être des zones dont vous avez déjà entendu parler, mais on n'arrive pas bien à savoir, quand on les a en tête, on se dit oui d'accord, ok, il y a une histoire vague qu'on connaît à propos de ça, mais ces zones-là, en fait, ça correspond à la partie sud de la Cisjordanie, et donc, d'une certaine manière, ce que dit Meir Habib, c'est que, après tout, la colonisation d'Israël sur les territoires palestiniens de Cisjordanie, elle est légitime, parce que elle viendrait d'une histoire longue, qui viendrait de textes religieux, et voilà en quelque sorte la manière dont Meir Habib justifie les choses à propos de la colonisation en Cisjordanie. Et d'ailleurs, cette colonisation, elle est condamnée par des résolutions internationales, elle est condamnée par un certain nombre d'États
qui ne sont pas d'accord avec cette implantation de colons en Cisjordanie. Mais le fait que Meir Habib vienne justifier ça en plus avec des textes religieux, c'est à la fois une entorse au droit international et, pour ce qui concerne notre pays, à la laïcité. On ne peut pas justifier quoi que ce soit à partir de textes religieux. Enfin, tout ça est une absurdité. Et donc, je voulais parler de ça, parler de cette situation en Cisjordanie, parce que je trouve que on n'en parle pas, c'est pas un sujet, et pourtant, en Cisjordanie, je l'ai dit, ça n'est pas le Hamas qui gouverne, c'est pas le Hamas qui est au pouvoir. On peut pas dire qu'il y aurait une forme de responsabilité de qui de quoi, parce qu'il y aurait eu une attaque en Israël du côté de la Cisjordanie. Ça n'est pas arrivé, donc on va pas dire qu'il y aurait quoi que ce soit qui se serait passé, qui provoquerait le fait qu'il y ait aujourd'hui une augmentation de la violence. Tout ça est bien sûr intolérable, et comme on n'en parle pas, et que ce rendez-vous permet de parler des sujets qui moi m'intéressent et dont on ne parle pas beaucoup, je voulais vous parler de ça. Pour ce qui concerne la bande de Gaza, évidemment, il faut continuer d'appeler et d'espérer un cessez-le-feu. J'ai vu qu'il y avait des déclarations, alors là je touche du bois parce que pour l'instant c'est des choses qui sont en train d'arriver, mais qu'il y avait des discussions qui avançaient pour une trêve. Alors ça correspond à peu près à l'idée de cesser le feu. Je ne sais pas si ça va aboutir au moment où je vous en parle, mais je trouve que c'est une bonne chose que ces discussions puissent avoir lieu et que peut-être on cesse d'avoir ces bombardements des enfants, ce déplacement des populations, ce conflit dans une phase aiguë qui fait des morts, des blessés, des déplacés et dont pâtissent des populations civiles qui n'ont rien à voir avec ce conflit, qui ne font que pâtir de cette situation dramatique. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet, pour ce qui concerne ce qui se passe là-bas. Et puis, il y a ce qui se passe dans notre pays, sur la manière dont est perçu ce conflit. Alors là, franchement, c'est le pompon. On a atteint le pompon, on est dans 1984, ça y est. Alors ça fait plusieurs fois que je vous dis ça, vous avez peut-être vu mes interventions à l'Assemblée nationale où je leur dis mais ce que vous nous proposez c'est le monde de 1984, parce que souvent dans ma commission on parle en particulier de surveillance, de vidéosurveillance, d'algorithmes qui permettent de croiser des données. Mais alors là carrément ils en sont à effacer le passé, et ça fait partie aussi des choses qui se passent dans 1984 pour ceux qui ont lu cet ouvrage de George Orwell. Mais l'effacement du passé, c'est une des activités centrales du régime. Et d'ailleurs, le héros du roman 1984, qui s'appelle Winston Smith, c'est son métier. Il travaille au ministère de la Vérité, le ministère de la Vérité où on falsifie la vérité. Et lui, tous les jours, il est là pour corriger les articles de presse dans le passé, pour que ça corresponde à la doctrine du moment de Big Brother, le dictateur du pays. Voilà, c'est ça le métier de Winston Smith dans 1984. Avant on était en guerre contre machin et maintenant on est en guerre contre bidule. Et ben il va aller falsifier les articles du passé pour dire qu'on a toujours été en guerre contre bidule et jamais contre machin, et que d'ailleurs machin a toujours été notre allié depuis le début. Et ben là on en est là, puisque Yael Braun-Pivet, après nous avoir demandé à l'Assemblée nationale, je veux dire c'est filmé, et à la VAR, tu vois, on peut vérifier, elle nous a demandé d'applaudir le soutien inconditionnel à Israël à l'Assemblée nationale, et les Insoumis ont été les seuls à ne pas applaudir ce soutien inconditionnel à Israël et à simplement se lever pour rendre hommage aux victimes israéliennes. C'était juste après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Eh bien là, Yael Braun-Pivet est en train de dire que jamais, au grand jamais, jamais, elle n'a dit soutien inconditionnel à Israël. Enfin, c'était à la tribune de l'Assemblée nationale. Enfin, c'était même pas à la tribune, c'était carrément sur le siège de présidente. Sur le siège de présidente, on peut retrouver la vidéo, peut-être qu'on peut la passer d'ailleurs. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Voilà, donc vous entendez bien le soutien inconditionnel à Israël. Franchement, dire maintenant qu'elle n'a jamais dit ça, enfin c'est prendre les gens pour des imbéciles. Assumez vos positions politiques, tous, assumez vos positions politiques. Nous on les assume, on s'en prend plein la tête parce qu'on assume nos positions politiques, qui sont une vie vaut une vie, cessez le feu, solution à 2 États. Et pour avoir dit ça, on s'en prend plein la tête. C'est-à-dire, pour avoir dit des choses qui sont purement de l'humanité et avoir refusé de s'aligner soit sur les uns, soit sur les autres, on s'en prend plein la tête et on se fait traiter tous les jours d'antisémites, même si je pense que maintenant tout le monde a compris que ces insultes et ces attaques sont odieuses et qu'elles visent simplement à essayer d'empêcher de penser, à essayer d'empêcher de regarder ce que disent réellement les insoumis sur le sujet. Et je crois que dans cette opération de diabolisation de la France insoumise, beaucoup de gens sont en train de prendre conscience du fait que les médias et les politiques ne font pas de l'information, mais qui font de la propagande, et qu'il y a des gens
gens qui honnêtement défendent leurs positions, qui sont des positions juste de pure humanité, à savoir on ne veut pas que le Hamas aille tuer des Israéliens, on ne veut pas que les Israéliens aillent tuer des Palestiniens, et en particulier des enfants qui n'ont rien demandé dans un conflit, je le répète. Donc là, je crois que tout le monde est en train de se rendre compte que nous, les Insoumis, on défend nos positions. Comme on est des humanistes, c'est ce que j'avais dit à la tribune de l'Assemblée nationale d'ailleurs, il nous est impossible, ça n'est pas dans nos moyens intellectuels de faire une différence entre les êtres humains en raison de leur genre, de leur sexualité, de leur religion, de leur couleur de peau, de ça. Nous, on s'en fout en réalité. Vraiment, c'est pas notre sujet. Et dans chaque personne, je vois un être humain. D'ailleurs, y compris sur la question des personnes sans papier, j'en parlerai tout à l'heure. Mais y compris quand il y a des immigrés, on pense d'abord au fait que c'est un être humain, et puis pas au fait que qu'est-ce qu'il vient faire dans notre pays, je sais pas quoi. D'abord, c'est un être humain, on s'assure qu'il aille bien, qu'il soit en bonne santé, et s'il n'est pas en bonne santé, on le soigne. Et ça va être aussi un des sujets du débat sur l'immigration. Bah ouais, parce que quand on est des êtres humains, vous savez quoi, on s'occupe des autres êtres humains. Voilà, quand on est un humaniste, on fait ça. Et donc ceux qui nous traitent d'antisémites, ceux qui disent qu'on est des racistes, devraient se regarder dans un miroir, regarder ce qu'ils font, regarder la manière dont ils parlent des autres personnes, la manière dont ils parlent aussi des juifs, parce qu'il y a des antisémites dans ceux qui nous accusent, nous, d'être des antisémites, ce qui est quand même un comble. Il y a ça. Sur l'islamophobie, alors là, c'est le pompon, parce que les musulmans seraient responsables de tous les malheurs du monde. Et puis, pour ce qui concerne le racisme pur et simple de ceux qui ne supportent pas de voir arriver sur notre sol des gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau, alors là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Parce qu'on n'oublie pas quand même qu'il y a un navire qui avait coulé avec 700 personnes ou 800 personnes et qui a fait 500 personnes qui ont littéralement coulé, qui sont mortes dans la Méditerranée il n'y a pas très longtemps, et que quelques jours plus tard, on avait déployé tous les moyens du monde pour aller sauver 5 milliardaires dans un sous-marin qui était en train d'aller observer le Titanic. Si ça, c'est pas du racisme pur et simple, de déployer tous les moyens du monde pour sauver 5 personnes parce qu'elles sont riches et parce qu'elles sont blanches, et d'en déployer aucun parce que les gens qui sont à bord d'un bateau ne sont pas blancs et ne sont pas riches, je sais pas ce que c'est, mais moi, j'appelle ça faire une différence à l'intérieur de l'humanité et sur la base de choses qui ne sont pas avouables sur des plateaux télé, parce que c'est ça en réalité ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler sur le débat immigration. Mais là voilà, on est dans cette situation, 1984, ils en sont à modifier le passé. Alors accrochez-vous à votre passé, accrochez-vous, fixez bien les événements dans vos têtes, parce que il y a des gens qui changent de position au gré du sens du vent et des girouettes qui indiquent les positions qu'il faut tenir successivement. Et puis il y a les gens qui marchent droit, qui tiennent bon, qui sont loyaux à des principes et à des idées, et qui, même quand on prend des pluies de pierre sur la tête, les défendent vaille que vaille. Et c'est en général les gens sur lesquels vous pouvez compter de manière certaine dans la vie politique de notre pays. L'autre sujet dont je veux vous parler, le deuxième, c'est un sujet, là encore, dont on ne parle pas beaucoup dans les médias. En fait, on n'en parle pas du tout dans les médias. Et c'est la raison pour laquelle je veux vous en parler, parce qu'il y avait ce samedi une manifestation pour faire en sorte que ce sujet arrive sur la scène politique et médiatique. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Que se passe-t-il? Alors déjà, la République démocratique du Congo, pour que vous situiez, c'est un pays d'Afrique qui est dans la zone, on va dire, milieu sud de l'Afrique. C'est un immense pays, la République démocratique du Congo. Et sur la partie est de ce pays, vous avez le Rwanda et l'Ouganda notamment, qui sont des pays qui ont des tensions avec la République démocratique du Congo, notamment autour de la zone du Kivu. Alors pourquoi il y a des tensions sur le Kivu? Parce que il y a des ressources minières, évidemment, c'est toujours la même histoire, il y a des enjeux économiques qui sont en cause, et ces ressources minières, c'est notamment du cobalt, du zinc, de l'uranium, du cuivre, et puis aussi des métaux rares, des métaux qui servent pour faire de l'informatique, quoi, des conduits, des circuits informatiques. Et dans cette zone, donc, il y a un groupe qui s'appelle le M23, qui est un groupe armé soutenu par le Rwanda, qui, depuis quelques temps, a augmenté le niveau des tensions. Ce conflit, il provoque en ce moment-là, dans la République démocratique du Congo et dans ses alentours, il y a 6,9 millions de personnes qui sont déplacées en raison de ce conflit. C'est énorme, c'est gigantesque. Vous avez
Enfin, je ne sais pas si vous représentez ce que ça veut dire en termes de population. Dans la bande de Gaza, là, on parle de 1 million de personnes déplacées. Ben là, on est à quasi 7 fois plus de personnes qui sont déplacées. Alors, il y a une spécificité parce que la bande de Gaza, c'est 1 million de personnes déplacées sur 2,4 millions de personnes. Donc, ça vous fait la moitié de la population qui est déplacée. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui est bien plus peuplé. Mais tout de même, quand on parle de 7 millions de personnes qui sont déplacées, c'est gigantesque. C'est énorme. Et pourtant, silence radio. Personne n'en parle dans les médias français. Il peut y avoir un conflit dans lequel vous avez près de 7 millions de personnes qui sont déplacées et silence, motus, rien du tout dans les médias. Pourquoi ? Parce que c'est un pays d'Afrique. C'est ça le sujet, c'est que quand c'est un pays d'Afrique, ça n'intéresse pas les médias français, ça nous intéresse pas, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, on peut prendre aussi notre propre part de responsabilité parce que ce conflit, il existe depuis des années. Là, il y a une augmentation des tensions depuis quelques mois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi forcément à faire émerger l'information autour de ce conflit-là. Sur ce sujet, moi je veux vraiment dire un merci à Jean-Luc Mélenchon d'avoir pris position lorsque lui-même était en déplacement en République démocratique du Congo. Il a eu des mots extrêmement forts. Il a dit « J'ai voulu réaffirmer la fraternité qui est la nôtre à l'égard du peuple congolais dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée et dans laquelle il n'a aucune responsabilité puisque pour sa part, il a respecté tous les engagements de cessez-le-feu. » Et ces propos de Jean-Luc Mélenchon, en fait, ils font écho à des propos qu'avait tenus Emmanuel Macron quelques mois plus tôt, en mars 2023, à Kinshasa. Et alors lui, Macron, c'était l'exact inverse, et je vais vous lire. Je pense que ces propos, ils ont un peu fait parler en France, mais pas assez au regard du mépris qui s'exprime dans ces propos. Je vous lis, vous allez voir si c'est pas choquant. Depuis 1994, vous n'avez pas été capable, il parle aux autorités du Congo, depuis 1994, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire. Il ne faut pas chercher les coupables à l'extérieur. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité autour de l'État, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas de criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Vous voyez, typique de l'Européen qui vient donner des leçons aux pays d'Afrique. Ça, c'est insupportable, ce genre de propos. C'est insupportable. Et que ce soit notre président qui fasse ça, c'est absolument odieux. D'ailleurs, il a eu une réponse directe du président du Congo qui lui a dit « Regardez-nous autrement en nous respectant. La France-Afrique n'existe plus. » Voilà ce qui se passe. Alors, pour vous dire, nous, les Insoumis, on essaye de faire notre possible pour que ce sujet émerge, au moins dans l'actualité médiatique française, et puis pour apporter notre soutien au peuple de République démocratique du Congo, qui est un peuple ami, un peuple frère. Et voici ce que nous avons fait. On a déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale, et je vais vous lire cette proposition de résolution. Comme ça, vous aurez les éléments. Donc le groupe, l'Assemblée nationale, l'idée c'est que c'est la France qui prenne la parole et que la France réaffirme sa fraternité avec le peuple congolais et son engagement profond pour la paix et la justice en République démocratique du Congo, qu'elle condamne les exactions commises sur le territoire congolais par le groupe rebelle du 23 mars et demande un strict respect des droits humains fondamentaux tels que consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, demande à la République du Rwanda de cesser tout soutien au groupe rebelle du 23 mars, invite le gouvernement français à agir sur le plan diplomatique pour faire cesser l'assistance apportée au groupe rebelle du 23 mars par la République du Rwanda. Donc vous voyez, c'est une prise de position de l'Assemblée nationale. C'est ça les propositions de résolution, c'est l'Assemblée nationale qui affirme une position et donc par ce biais-là, eh bien que nous essayons d'agir sur la situation au Congo. En tout cas, j'aurais fait ma part du travail sur le sujet. J'espère avoir présenté les choses de manière claire et compréhensible, ne pas avoir commis d'erreurs sur ce qui se passe là-bas. Mais je vous invite, vous qui m'écoutez, à aller regarder, à vous questionner, à aller regarder ce qui se passe là-bas, parce que le fait, plus il y aura de gens qui sont informés sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, plus on donne la chance aux Congolais d'avoir des soutiens partout dans le monde qui sont au fait de ce qui se passe, et donc ensuite de faire pression sur les gouvernements pour que enfin quelque chose se passe dans cette zone du Kivu, donc à l'est du Congo. Avant-dernier sujet dont je veux vous parler avant de vous quitter, c'est le projet de loi sur l'immigration. Alors vous savez, c'est le serpent de mer de la vie politique macroniste depuis maintenant plusieurs mois, mais cette fois-ci, ça y est,
on arrive avec le texte immigration à l'Assemblée nationale. Alors ça commence par ma commission, la commission des lois, ça sera en examen à partir de la semaine prochaine, du lundi 27 au dimanche 3, je crois, décembre, lundi 27 novembre au dimanche 3 décembre. Oui, vous avez bien entendu, dimanche 3 décembre, donc on va siéger du lundi au dimanche, de 9h à minuit, tous les jours, peut-être même dépasser si jamais on n'a pas fini. Je sais qu'il y a des débats pour savoir si on siège le dimanche ou pas, on verra bien. Ça dépendra aussi de l'avancée des débats, de l'avancement des débats. Peut-être que ça ira plus vite que prévu, peut-être pas. On verra comment ça se passe, mais toujours est-il que ce texte arrive devant l'Assemblée nationale. Et là, il faut que je vous demande quelque chose, c'est d'être fort et solide sur vos appuis. Parce que on va parler d'immigration pendant un mois. Pendant un mois, on va avoir des gens qui vont raconter absolument n'importe quoi sur le sujet, inventer des chiffres, nous dire que c'est la submersion migratoire, etc., etc. Vous connaissez, vous entendez. Pourquoi ce texte-là arrive à l'Assemblée nationale ? Initialement, le gouvernement d'Emmanuel Macron avait prévu de faire ça juste après la réforme des retraites. Dans leur cerveau pourri, il y avait l'idée que la réforme des retraites, ça va aider Mélenchon, c'est un sujet de gauche, en gros, dans leur pour l'opposition, c'est un sujet de gauche, parce qu'on ne voit pas bien le rapport entre l'immigration et la réforme des retraites. Vous voyez, dire que c'est les immigrés qui sont responsables de l'augmentation de 2 ans de départ en retraite, c'est un peu compliqué quand même. Quand t'es facho, t'as pas beaucoup d'arguments à défendre, à part dire qu'il faut partager la richesse, ce que évidemment les fachos n'ont pas fait, mais toujours est-il que dans la tête des macronistes, ils se disaient ceux qui vont être les meilleurs dans l'opposition au projet de réforme des retraites, c'est la gauche, et donc ça va aider Mélenchon, donc il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour aider Le Pen juste après. Bingo, c'était le texte sur l'immigration. Sauf que ce texte sur l'immigration n'a jamais pu être étudié juste après la réforme des retraites en raison de la mobilisation sociale. Et oui, car vous avez fait des casserolades, vous avez fait des manifestations. Chaque fois que Macron allait quelque part, boum, 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 casserolade. C'est d'ailleurs dommage que ça soit arrêté. Si vous prend l'envie de recommencer à faire des casserolades chaque fois que vous voyez un ministre ou le président de la République, ne vous gênez pas, car ça les empêche de gouverner. Et comme quand ils gouvernent, ils font n'importe quoi et que c'est inutile, et que c'est néfaste pour la population française, plus on les empêche de gouverner, mieux c'est pour notre pays. Et plus vite on les aura dégagés, meilleur ce sera pour notre pays. On verra à quel moment cela arrive, peut-être que ça sera en 2027, mais après tout, s'il leur prend l'envie de faire une dissolution avant ou que Macron démissionne parce qu'il n'est plus en capacité de gouverner, ma foi, eh bien ce sera très bon pour le pays. Mais toujours est-il que donc ils avaient prévu de faire ça pour faire un peu souffler dans le dos de Le Pen après la réforme des retraites. Sauf que, entre-temps, il y a eu tout leur pataquès sur l'arc républicain, naninana, et puis maintenant ils font des manifestations avec Marine Le Pen et avec Éric Zemmour, comme vous avez pu le constater la semaine dernière. Donc là, ils nous ramènent un texte sur l'immigration juste après avoir terminé la dédiabolisation de Marine Le Pen. Ils sont pas au bout de leur surprise, parce que quand les fachos parlent d'immigration à l'Assemblée nationale, je peux vous dire que tout le monde se souvient que c'est des fachos, y compris les macronistes. Alors on a eu des situations sur un autre sujet, c'était sur le projet de budget, on a eu des situations assez lunaires dans lesquelles d'un seul coup les macronistes redécouvrent que les fachos sont fachos et qu'ils sont racistes. Donc que par exemple ils veulent pas que les gens deviennent français. Pour eux c'est un sujet. Oh là là, l'année dernière il y a eu beaucoup de naturalisation, beaucoup de gens qui sont devenus français. Oh, quelle catastrophe, t'imagines, t'es facho. Moi c'est un truc ça me rend fou, je comprends pas leur logique dans leur tête. Normalement, t'aimes ton pays, t'es content qu'il y ait des gens qui deviennent français. Enfin je veux dire, comment dire, c'est plutôt une fierté, non ? T'as plein de gens qui deviennent français, ton peuple grandit. En plus, les fachos, ils n'ont pas arrêté de nous dire, justement pendant la réforme des retraites, qu'un des problèmes de la réforme des retraites, c'était que les Français ne faisaient pas assez d'enfants et qu'il n'y avait pas assez de monde sur le plan démographique pour pouvoir faire que la population soit stable et que du coup, ça finance la caisse des retraites. Donc, ils disaient, il faut une politique nataliste, un truc qui règle le problème dans 18 ans ou dans 25 ans en fonction du niveau d'études qu'ont les gens. Mais par contre, quand il y a des gens qui viennent dans notre pays, qui sont des immigrés et qui participent au financement du système de retraite, et que quand particulièrement ils deviennent français et que là ils participent non seulement à l'économie de notre pays, mais en plus à la vie politique de notre pays, c'est peut-être ça qui les dérange, les fachos d'ailleurs, c'est qu'ils participent pas seulement à l'économie, mais qu'ils participent à la vie politique, et que les fachos ils n'ont pas trop envie d'avoir des gens qui sont pas racistes forcément, parce que quand tu deviens français alors que tu l'étais pas, c'est un peu compliqué d'être raciste, tu vois, c'est quand même un peu difficile de te dire que tu vas détester les gens qui sont autour de toi. Mais donc ça, c'est un truc qui me fascine.
chez les gens du Rassemblement national, c'est leur incohérence permanente. Là, il y a 6 mois, ils voulaient plein de gens pour pouvoir faire tourner le système de retraite. Bah là, maintenant, quand on leur dit il y a des gens et ils deviennent français, alors là, c'est mon Dieu, quelle catastrophe, la France n'est plus la France, etc., etc. Alors que notre histoire est une histoire d'immigration. Enfin, je veux dire, une personne sur 3 a au moins un ancêtre qui est d'origine étrangère dans notre pays. Une personne sur 3. Vous voyez 3 Français dans la rue, hop, 1 sur 3, il vient soit d'Italie, d'Espagne, d'où vous voulez, d'Algérie, du Maroc. Bref, et à la fin, ça fait des Français tout à fait formidables. Et puis, il y a un autre chiffre, parce qu'il nous dit, ouais, mais ça, c'est le grand remplacement, je sais pas quoi, etc. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est le grand métissage, le grand mélange. Parce que, certes, une personne sur 3 a au moins un grand-parent étranger, mais c'est seulement 5% de la population qui a ces 4 grands-parents étrangers. Donc vous voyez que en réalité ce qui se passe, et c'est un truc que les fachos connaissent pas, ça s'appelle l'amour, d'accord ? L'amour, tout simplement. On rencontre des gens, on tombe amoureux, on ne se soucie pas de savoir quelle est leur couleur de peau, leur religion, leur origine ou je ne sais quoi, on tombe amoureux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est amoureux ? On fait des enfants, voilà, c'est comme ça. C'est la vie depuis des millénaires et des millénaires, on fait ça. Et ça se passe très bien, et à la fin ça fait des Français merveilleux. Et ben c'est tout ça dont on va parler dans ce texte immigration qui arrive là la semaine prochaine. Et c'est ça que je voulais vous dire, pour ça que je vous disais au début, soyez solides sur vos appuis. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va entendre n'importe quoi. Donc vous, les gens qui écoutez un peu ce que racontent les insoumis, il faut que vous vous formiez sur les chiffres. Il faut que vous soyez au carré. Là, je viens de vous donner une série de chiffres. Notez-les, retenez-les et soyez capable, quand il y a tonton facho au repas de famille à Noël qui arrive, faut que vous soyez capable de lui répondre. D'habitude, il dit n'importe quoi. Il dit, ouais, il y a 6 millions d'immigrés, je sais pas quoi. Il y a des gens qui inventent des chiffres. Il y en a plein. Puis alors maintenant, il y a Éric Zemmour qui est chaud bouillant pour en inventer plein. Donc, tout le monde raconte n'importe quoi sur le sujet. Là, vous allez avoir un débat où on va parler de chiffres. On va donner des chiffres. Et puis, on va pas parler que de chiffres. On va parler aussi de la France. Et moi, ce qui m'intéresse là, dans l'immédiat, c'est les chiffres. Faut que vous notiez les chiffres, que vous reteniez les chiffres, que vous soyez incollable sur le sujet de l'immigration pour que quand tonton facho au repas de famille à Noël dira n'importe quoi, vous lui disiez non, c'est pas vrai, tonton facho, t'es facho, et voilà la vérité sur les chiffres. Et d'ailleurs, tonton facho, dis-nous, qu'est-ce que tu penses du fait que les gens deviennent français ? Tu trouves ça bien ou tu trouves ça pas bien ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Tati Martine, qui elle est d'origine italienne ? Ah, mais c'est pas pareil, parce que lui, il était d'origine européenne et les autres, ils sont pas d'origine européenne. Ah oui, c'est quoi ton problème avec ça exactement ? Raconte-nous, tonton facho, c'est quoi ? Oui, bah c'est pas la même culture, je sais pas quoi. Ah bon ? Mais il y en a, ils parlent français et d'autres, ils parlaient italien et espagnol. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est ça. Il faut mener le débat. Il faut faire comprendre aux gens. Si vous lui dites directement, tonton facho, t'es raciste, potentiellement, il peut se braquer, tonton facho, parce que personne n'aime être raciste. La vérité, c'est ça aussi. C'est que des gens racistes ont des comportements racistes sans parfois toujours se rendre compte qu'ils ont des comportements racistes. De la même manière que vous pouvez avoir des comportements machistes sans toujours vous rendre compte que vous avez des comportements machistes. Donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les gens se déconstruisent. Alors ça va pas plaire aux fachos, mais il faut que les gens se déconstruisent, y compris sur la question du racisme. Des fois, tu as des propos ou des comportements qui sont des comportements racistes. Tu le sais pas, tu fais pas attention, tu crois même que toi, t'es pas raciste. Il y a des gens qui sont vraiment racistes. C'est théorisé, alors là, c'est pour le coup, eux, ils sont d'accord, il y a une inégalité, etc., etc. Et donc, il faut aider les gens qui sont de couleur blanche. Et voilà, ça, c'est le cerveau malade de certaines personnes. Mais il y a plein de gens qui votent facho et qui ne sont pas très contents quand on leur dit qu'ils sont racistes, mais qui néanmoins, en réalité, le sont quand même. Donc, il faut leur faire comprendre, parce qu'on ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait des gens qui soient racistes et qui le restent, parce que sinon, ça veut dire que notre pays part à l'abîme, et on ne peut pas être d'accord avec ça. Donc, formez-vous, retenez les chiffres, retenez les arguments qu'il va y avoir dans ce débat immigration, parce que si on compte que sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, autant dire qu'on est foutu. Parce que les médias vont raconter n'importe quoi sur le sujet, inviter des fachos pour dire des trucs de fachos sur les plateaux télé. Ça va être une atmosphère suffocante, irrespirable et insupportable pendant un mois entier, parce que ça commence fin novembre et ça finit fin décembre. Fin novembre la commission, fin décembre le texte à l'Assemblée en hémicycle. Donc plus vous retenez d'arguments, que ce soit des arguments de fond avec les chiffres, etc., que ce soit des arguments de type idéologique, c'est-à-dire quelle est notre vision de la France, comment la France s'est-elle construite, est-ce que l'immigration c'est positif ou négatif, etc. Évidemment, moi je vais vous dire c'est positif. J'en suis moi-même la démonstration. Je veux dire, ma famille du côté de ma mère, les grands-mères, elles étaient les grands-pères,
ils étaient originaires d'Italie et de Belgique. À la fin, ils ont fini par se retrouver, tu sais pas comment, c'est un joli pays la France, donc tu peux te retrouver quand tu viens d'un bout et de l'autre, tu finis par te retrouver et par faire des enfants, et à la fin, je pense que ça fait des patriotes tout à fait respectables, n'en doutant pas. Donc, ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est servez-vous de ce débat. Parce que souvent, moi je l'ai vécu comme militant, souvent on est un peu démuni quand il y a un facho qui vient et qui dit gna gna gna, je sais pas quoi, il sort ces machins qui lui sont ces trucs qui sont des lubies pour lui, c'est genre il en parle tout le temps, l'immigration c'est la catastrophe, il y en a partout, comment on va faire, etc., etc. Nous on est là, bon t'es sûr, oh bah moi j'ai jamais trouvé que c'était vraiment un problème, par contre la question du partage de la richesse, t'as vu quand même comment les gens ils sont super riches, etc. Franchement ça c'est un sujet qui m'intéresse plus, et du coup nous on a tendance à se dire, bon, c'est pas si important de connaître vraiment sur le bout des doigts ces questions-là. Ben si, parce que là, justement, on aura plein de réponses à donner à plein de gens, et il faut démystifier cette question-là. Il faut que les gens qui se disent qu'il y a un problème avec l'immigration arrivent à un moment donné à rentrer en eux-mêmes et à se mettre à la place des gens qui sont dans des situations d'immigration, et à se demander qu'est-ce qu'ils voudraient pour eux-mêmes. S'ils se retrouvaient dans la situation de la personne immigrée, qu'est-ce qu'ils voudraient pour eux-mêmes? Si jamais tu considères que la devise de ton pays t'oblige, liberté, égalité, fraternité, il y a dedans donc égalité, fraternité, qu'est-ce que tu voudrais pour celui que tu considères comme ton égal et ton frère, même s'il n'a pas la nationalité française? Parce que c'est ça, notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité, pour tout le monde, pas que pour les Français. D'accord? Nous, on est censé définir les lois qui permettent de faire respecter liberté, égalité, fraternité pour la France, mais c'est un état d'esprit. Et tu es censé regarder les autres comme tes égaux et tes frères. Donc qu'est-ce que tu veux pour tes égaux et tes frères? Et si jamais tu ne les considères pas comme tes égaux et tes frères, c'est peut-être qu'il y a une petite question de qu'est-ce qui fait que entre lui et toi, tu mets une distance. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est quoi le voile qui existe entre lui et toi pour que tu ne le considères pas comme un égal et comme un frère? C'est quoi? Sa couleur de peau, son origine, sa religion, ta peur? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui fait ça? Voilà, c'est ça dont il va falloir parler. Et c'est ça qu'il va falloir faire comprendre à tout un tas de gens qui sont partis dans une mauvaise piste, dans une mauvaise voie, et que si on n'arrive pas à convaincre un grand nombre de personnes que l'immigration n'est pas le sujet central du moment, qu'il y en a plein d'autres, mais qu'il faut qu'on s'occupe de ce sujet-là avec des outils qui sont respectueux de la dignité humaine, et que, y compris notre pays, peut avoir beaucoup à y gagner dans le respect de gens qui sont des êtres humains et qui participent de manière extrêmement forte à l'économie de notre pays. Voilà, c'est de tout ça dont on va parler dans ce débat sur l'immigration, et moi vraiment je vous appelle à vous y intéresser et à noter les trucs, prenez un petit carnet, notez les trucs, et comme ça sera juste avant Noël, ça va être l'occasion de répondre à tonton facho ou à papy facho, hein, ça, c'est pas forcément tonton, ça peut être papy. Et essayez de faire un truc. Moi, vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner quand vous débattez avec quelqu'un qui tient des propos racistes tout en disant « je suis pas raciste hein. ». Le conseil que je vous donne, c'est essayer de créer de l'identification vis-à-vis de la personne immigrée. C'est le seul outil. Vous voyez, par exemple, moi je suis allé l'autre fois sur une manifestation de personnes sans papier, clandestines, qui étaient sur une place à Paris. Bon bref, passons sur les détails. Et j'ai parlé avec les gens. Ils me disaient qu'ils venaient de Guinée. La Guinée, c'est au sud de l'Afrique, si vous allez regarder. La Guinée, c'est la cause principale de l'émigration de Guinée, c'est la situation économique, c'est la catastrophe. Le taux de chômage des jeunes, c'est énorme. Et donc les gens partent pour aider leur famille. C'est pour ça, ils partent parce qu'ils n'ont pas de travail et qu'il n'y a plus de fric et qu'ils veulent aider la famille. Donc ils traversent toute l'Afrique et à la fin ils arrivent chez nous, au pays des droits de l'homme, où ils s'attendent à avoir un accueil à peu près correct. Et ben non, on leur envoie des CRS. Bon. Mettez-vous à la place du gars ou de la fille qui est parti, qui verra plus sa famille, qui verra plus son pays. Parce qu'on aime son pays, figurez-vous. Les gens, c'est un truc de facho. Comme les fachos, ils aiment la France, ils se disent, la France, c'est le meilleur pays du monde, tout le monde a envie d'y venir. Mais ils se disent pas que, comme ils considèrent pas les gens comme leurs égaux, ils se disent pas que les gens qui quittent leur pays aiment leur pays. Et que leur pays, c'est leur... Enfin, t'aimes ton pays, c'est comme ça, t'es né là, t'as grandi là, t'as ta famille qui est là, t'aimes ton pays. C'est de la cuisine, c'est des odeurs, c'est des paysages, c'est des montagnes ou des fleuves, des rivières ou la mer ou
ou je sais pas, une petite fleur qui pousse. Enfin, c'est ça, aimer son pays. Toi, si on te supprimait le fromage, tu serais dans la merde, franchement. Donc c'est ça l'amour de son pays. Je vous schématise le truc, j'essaye de vous le rendre un peu plaisant, mais créer de l'identification. Ok ? Les gens qui quittent leur pays, qui traversent des dizaines de pays, qui subissent parfois des violences, des viols, il y a de la mise en esclavage qui existe, enfin, il y a des horreurs absolues qui se passent. Les gens, leur point de départ, c'est je veux aider mes proches, je veux aider ma famille, je veux que la vie soit meilleure pour ma famille, et je prends sur moi le fait de peut-être ne plus jamais revoir ni mon pays, ni ma famille. Vous imaginez la souffrance que ça représente, la souffrance que c'est cet exil, quand vous vous dites que vous n'avez pas le choix que de partir. Imaginez-vous ce que c'est, mettez-vous à la place des gens, représentez-vous ce que c'est. Si on vous disait à vous qu'en raison de la situation économique ou de la famine, ou du fait que la France devient un pays sec, ou qu'il n'y a plus d'eau, ou qu'il y a la guerre, que vous deviez quitter votre petit chez vous et partir. Sans rien, vous partez sans rien, vous laissez, puis petit à petit vous laissez des trucs, parce qu'au début vous vous dites ah bah je vais embarquer les machins auxquels je tiens, puis petit à petit quand même vous trimballez ça, donc c'est un déracinement, c'est une forme de, vous perdez une partie de vous-même quand vous partez en vous disant que vous n'allez peut-être jamais revenir, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se produit dans la tête des gens. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'ils n'ont pas un cerveau et un cœur qui fonctionnent de la même manière que vous? Comment ça se passe? Donc faites ça. Créer l'immigration, c'est pas des chiffres, c'est des gens, d'accord? C'est des êtres humains, avec un cerveau, avec un cœur, avec des proches, avec un pays, avec, je vous l'ai dit, des paysages, de la cuisine, de la culture, plein de choses qui font que partir, c'est jamais un plaisir, ok? C'est aussi la raison pour laquelle il faut qu'on se batte pour qu'on améliore la situation économique des pays qui sont concernés. Donc on arrête les accords de libre-échange. Donc on arrête de piller l'économie des pays d'Afrique qui sont concernés en particulier. C'est tout ça qui est là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle seule la France insoumise est cohérente sur ce sujet-là, parce que vous ne pouvez pas parler d'immigration sans parler du capitalisme, sans parler des guerres, sans parler des situations qui sont le fruit ou le fait de situations post-coloniales ou dans lesquelles vous avez une forme de colonialisme économique qui continue dans un certain nombre de pays. C'est tout ça dont il faut parler. Mais il faut avoir à la fois l'intelligence de l'anticapitalisme et le cœur pour parler des êtres humains qui sont dans ces situations-là. Voilà tout ce dont on va parler. Je crois qu'on est capable de poser le débat de manière extrêmement claire, avec des chiffres, avec à la fois ce que je viens de vous dire là un petit peu, essayer de parler de cette humanité-là, et puis aussi parler de notre pays, parler de la grandeur et de la beauté qu'il y a à être le pays des droits de l'homme et du citoyen, et à faire de gens qui ne viennent pas de chez nous des Français, parce qu'ils adhèrent à l'idée de liberté, égalité, fraternité, et que finalement, dans leur cœur, même s'ils ont quitté un pays qui leur était cher, ils ont trouvé un pays qui leur est devenu cher, et qui leur plaît, et dans lequel ils se sentent bien, et dans lequel ils ont de nouveau des amis, de nouveau de la famille, peut-être qu'ils font des enfants, et puis, à la fin, quelle différence ça fait entre vous et moi, si jamais c'est des gens qui aiment notre pays, la République, les valeurs qui vont avec, quelle est la différence? Qu'est-ce que ça fait comme différence? Peut-être que vos grands-parents, ils se sont retrouvés dans la même situation. Réfléchissez à ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Et puis j'ai un dernier sujet. Vous l'avez vu, le policier qui est responsable du meurtre de Nahel a été libéré. Il était en détention provisoire. Alors, détention provisoire, c'est un régime particulier. Mais ce qui est choquant pour tout un tas de gens, c'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que le policier, il a été 5 mois en détention provisoire, c'est extrêmement long. Et d'un seul coup, peut-être que tous ceux qui disent soutien aux policiers, etc., se rendent compte que la détention provisoire, ça peut être extrêmement long. Mais ce qui est choquant, c'est que pour lui, qui a tué un jeune homme, c'est détention provisoire de 5 mois, et il ressort de là, il est millionnaire parce qu'il y a eu cette cagnotte pour récompenser un meurtrier quand même, il ne faudrait pas oublier ce qui s'est passé. Et puis de l'autre, vous avez tout un tas de gens qui sont en détention provisoire pendant des années. Par exemple, il y a un frère Traoré qui a été pendant 5 ans en détention provisoire pour à la fin être déclaré non coupable. 5 ans. 5 ans de détention provisoire non coupable. Voilà, c'est ça le deux poids, deux mesures qui peut être vécu par certaines personnes et qui est compréhensible. Moi, je ne suis pas là pour porter
un jugement sur le cas spécifique, sur est-ce que la détention provisoire est légitime, pas légitime, etc. C'est pas mon sujet. Je pense par ailleurs qu'elle était largement légitime pour éviter qu'ils se mettent d'accord sur des versions avec ses petits collègues, parce que ça c'est un truc que font beaucoup les policiers dès qu'ils sont mis en cause sur des affaires dans lesquelles ils ont commis des bavures. Alors là, ils se mettent d'accord entre eux, ils inventent une version. Dans le cas de Eddy, c'est exactement ce qui s'est passé. Eddy, vous savez, le jeune Marseillais qui se fait arracher la moitié du crâne par un tir de LBD, ils avaient commencé à se mettre d'accord sur une version, pof, il y a eu de la détention provisoire, ils n'ont pas pu se mettre d'accord, et donc du coup, on a pu, dans les différents témoignages qui étaient apportés par les uns et par les autres, voir qu'ils ne racontaient pas tous la même histoire. Hein. Plus il y avait de la vidéosurveillance, donc ça a permis d'avoir des éléments qui contredisaient la version initiale des policiers sur laquelle éventuellement ils avaient pu se mettre d'accord. Mais voilà à quoi sert normalement la détention provisoire. Puis il y a un certain nombre de choses. Dans les raisons, il y a aussi la question des troubles à l'ordre public. Et potentiellement, on peut se dire que libérer le meurtrier de Nahel, qui a été, lui, responsable des troubles à l'ordre public qui ont eu lieu après la mort de Nahel dans le mois de juin, peut-être que ça pouvait reprovoquer des troubles à l'ordre public. En tout cas, toujours est-il que pour un certain nombre de personnes, c'est vécu comme un deux poids deux mesures. C'est vécu comme lui il est policier, il a tué quelqu'un, mais il est remis en liberté pour les fêtes en plus. Alors il y avait une affiche qui disait pour les fêtes il y aura un seul sera en famille, avec une photo de Nahel et une photo du policier. C'est vrai, c'est ça qui est choquant. Et puis c'est des vies qui sont détruites. Vous savez, j'ai appris un truc qui m'a hyper choqué récemment, c'est que la maman de Nahel et Nahel, ils étaient nés le même jour. Pas le même jour, la même année évidemment, parce que sinon ça serait pas son fils, mais le même jour dans l'année. Et donc pour la maman de Nahel, son jour anniversaire qui était un jour de double fête, le sien et celui de Nahel, désormais ce sera un jour de tristesse. Parce que en fêtant son anniversaire à elle, elle saura qu'elle ne fête pas l'anniversaire de son fils qui est mort. C'est ça qui se passe, c'est ça les vies détruites. Et le sentiment d'impunité, de deux poids deux mesures qui peut exister pour plein de gens dès lors que c'est pas les mêmes règles qui sont appliquées à tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernier point sur ce sujet-là, c'est la niche parlementaire de la France Insoumise. Ça va être ce mercredi en commission et puis ça sera jeudi prochain à l'Assemblée nationale, enfin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et sur ce sujet-là, nous, on va proposer l'abrogation de la loi Cazeneuve de 2017, qui est la loi qu'on appelle permis de tuer, où depuis cette loi, il y a eu une augmentation du nombre de tirs de policiers pour des refus d'obtempérer. Ça, c'est une manière de répondre politiquement à la situation, parce que le vrai problème de la mort de Nahel, en plus du fait que Nahel s'est fait tuer, ce qui est quand même le problème principal, c'est que depuis 2017, il y a une augmentation du nombre de tirs policiers et qu'il y a eu zéro réponse politique après la mort de Nahel. La seule réponse politique qui a été apportée aux révoltes qui ont eu lieu dans les quartiers populaires après la mort de Nahel, c'est la matraque. La matraque, les gaz lacrymaux, les arrestations, les tirs de LBD, etc. C'est-à-dire une réponse de répression, pas une réponse politique vis-à-vis d'un sujet politique qui est posé par la mort d'un jeune homme. C'est-à-dire quand il y a un événement qui déclenche des manifestations violentes, il faut le dire, dans tout le pays, il faut peut-être se poser la question de la réponse politique à apporter à ces manifestations. Si vous vous dites juste, on va régler le problème en tapant plus fort que les autres, vous pouvez penser que ça va régler le problème. De fait, en ce moment, il n'y a plus de manifestations dans les quartiers populaires, il y a des tirs de mortier ici ou là, mais qui ne sont pas en lien avec la mort de Nahel. Donc Macron peut se dire, comme j'ai maté les gilets jaunes, comme j'ai maté la réforme des retraites, j'ai maté les révoltes urbaines de juin. Mais il se trouve que dans un pays comme la France, qui est un pays de tradition et d'histoire révolutionnaire, l'idée qu'on pourrait arrêter des mouvements populaires par la seule force est une idée très mauvaise. Et d'ailleurs, c'est contenu dans la Marseillaise. Ah ouais. Je vous apprends une petite histoire et puis j'en finirai là parce que j'ai été extrêmement long. La Marseillaise, ça vous dit, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Ah tiens, c'est bizarre, c'est chelou cet étendard sanglant de la tyrannie, qu'est-ce que c'est ? L'étendard sanglant de la tyrannie, c'est les lois Darmanin de l'époque. Tu vois, c'est on levait le drapeau rouge et quand on levait le drapeau rouge, ça autorisait les forces de police, on va appeler ça comme ça, de l'époque, à tirer dans la foule quand il y avait des manifestations. C'est la loi martiale.
tu lèves le drapeau rouge, tu as le droit de tirer dans la foule pour disperser une manifestation. En l'occurrence, elle se dispersait dans le sang, quoi, dans des bains de sang. C'est arrivé d'ailleurs le 17 juillet 1791. Je passe sur cette histoire. Si vous voulez en savoir plus, vous allez chercher Fusillade du Champ de Mars et vous en saurez plus sur cette histoire-là. C'est une belle histoire d'ailleurs. Et donc, dans la Marseillaise, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, d'une certaine manière, c'est envoyer le signal à notre peuple que face à la répression autoritaire, eh bien, le devoir de notre peuple, c'est de se lever et de marcher. Voilà. Marchons, marchons. C'est ça l'histoire de notre peuple. Elle est révolutionnaire. C'est contenu dans la Marseillaise. Et c'est ça ce que ça veut dire contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Donc, réprimer au LBD, à la matraque, à la grenade lacrymogène, à ce que vous voulez, des révoltes qui ont des causes profondément politiques, ça n'est pas respecter l'histoire de notre pays, de notre peuple et de notre patrie. Et je crois que certains devraient y réfléchir, parce que si ça a explosé déjà 3 fois en l'espace de 5 ans, c'est que ça va continuer à exploser et que ça ne s'arrêtera pas tant que les causes politiques n'auront pas été traitées. Je ne suis pas en train de le souhaiter ou de dire qu'il faut que ça pète, etc., etc. Je suis en train de vous dire que si jamais il n'y a jamais de réponse politique, ça va arriver. Et bien nous, dans notre niche parlementaire, on fait notre part du travail. On essaye d'apporter une réponse politique à la mort de Nahel. On essaye de supprimer la loi Cazeneuve qui est un véritable permis de tuer donné aux policiers parce qu'on estime qu'il y a eu trop de jeunes de quartiers populaires qui se sont fait tuer par la police pour des raisons de refus d'obtempérer dont les motifs ou les explications sont parfois un peu floues. Par exemple, quand une jeune femme passagère d'un véhicule se fait tuer par la police, on est en droit de se dire que ça n'est pas la responsabilité de la jeune femme qui était passagère, mais que c'est la responsabilité des personnes qui ont tiré et tué cette personne-là. Enfin, ça semble l'évidence même, mais pourtant, tout ça n'a pas fait débat, pas énormément fait débat dans notre pays. Et la personne qui s'en est pris plein la tête sur ce sujet, c'est la personne qui a dit « la police tue ». C'était Jean-Luc Mélenchon, c'était 1 an avant la mort de Nahel, et celui auquel on s'en est pris, c'est à Jean-Luc Mélenchon pour avoir dit « la police tue » à propos du fait que la police avait tué la passagère d'un véhicule. Voilà, je vous dis juste ça. On va terminer la vidéo là-dessus, mais quand même, quand on vous dit le grand méchant Mélenchon, réfléchissez à pourquoi il dit certaines choses. Parce que pour moi, c'est plus grave de tuer quelqu'un, de tuer la passagère d'un véhicule, que de faire un tweet pour dénoncer le fait que la police a tué la passagère d'un véhicule. Pour moi, il y a un acte qui s'appelle un meurtre, et il y a un acte qui s'appelle un tweet pour alerter les gens. Moi, je trouve que la personne la plus dangereuse n'est pas la personne qui fait le tweet pour alerter sur le sujet. Ok ? Et c'est de ça dont on va parler aussi dans notre niche sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite à me dire dans les commentaires aussi ce que vous en avez pensé, parce que moi ça m'aide à savoir si ça vous intéresse, si c'est trop long, si c'est trop court. Voilà, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo du mardi, l'actu politique tous les mardis à 18 h. Bisous tout le monde, salut!